Merci Andras de cette invitation. Voilà, je suis journaliste au Monde et c'est de là que je parle. Je ne suis pas geek, je ne suis pas spécialiste du marketing et moi je m'intéresse aux signaux faibles. Donc un signal faible actuellement que je suis, par exemple, je m'intéresse à l'orientation des jeunes. C'est ce sondage qui dit qu'il n'y a plus que 54% des jeunes quand ils sortent d'une grande école qui veulent rentrer dans un grand groupe et puis en fait ils font leur stage en entreprise, il n'y en a plus que 44%. Donc on voit bien que, par exemple, ça c'est un signal que je suis actuellement. J'ai également fait un appel à témoignages, j'en fais beaucoup sur le site du monde.fr, sur vous révolutionnez votre métier avec des algorithmes. Et je suis impressionné de voir qu'en fait, des jeunes de tous les secteurs, du droit, de la logistique, de la santé, de l'environnement, de la médecine, ont envie de tenter l'expérience et en effet, ont envie de disrupter, de bouleverser les choses, sans forcément rentrer dans des grands groupes, ce qui pose de vraies nouvelles questions pour les grands groupes. Alors, ce qui m'amène ici, c'est un livre, et le début de l'histoire, c'est une enquête que j'ai faite sur Le Bon Coin. C'était en début 2013. À l'époque, il y avait déjà 17 millions de personnes qui étaient sur Le Bon Coin. C'était déjà quand même assez massif. Je suis allée voir les gérants du Bon Coin, ça appartient à un groupe Schibsted. Je leur ai dit, écoutez, il se passe quelque chose de sociétal, c'est pas seulement une plateforme de vente et de rachat, etc. Enfin, vous connaissez ça par cœur parce que vous êtes du marketing. Et je leur ai dit, mais écoutez, est-ce que vous accepteriez d'ouvrir vos données? Ils me disent oui, c'était une belle surprise, mais la surprise est venue d'ailleurs, c'est que j'ai la chance d'être dans un journal qui est quand même un journal élitiste, donc j'ai accès au haut de la pyramide sociétale, donc je me suis tournée vers des chercheurs, vers des économistes, vers beaucoup de personnes en leur demandant est-ce que vous accepteriez de m'aider à poser votre regard sur Le Bon Coin. J'en ai contacté une vingtaine de personnes, aucun ne connaissait Le Bon Coin, c'était il y a 2 ans. Et la deuxième surprise, ça a été que beaucoup ont été un peu vexés, que je les appelle pour Le Bon Coin, parce que quelqu'un du Monde qui appelait pour ça, c'était pas vraiment sérieux. Et au bout du compte, ce qui était encore plus gênant, c'est que pas grand monde avait envie de s'y intéresser. Heureusement, j'ai trouvé 5 personnes formidables, dont Jacques Le Goff, qui est malheureusement décédé depuis, le grand médiéviste, qui n'avait jamais été sur Internet, qui pendant 5 jours a été sur Le Bon Coin, et qui ont donné leur analyse, qui est une analyse, elle a 2 ans, et elle tient encore, pour montrer comment cette plateforme était en train de changer la donne au niveau de la société française. Ça, c'était pour moi le premier signal faible, ce décalage, entre le bas, entre guillemets, c'est-à-dire les gens, et le haut. Et puis j'ai continué à faire des enquêtes sur le financement entre particuliers, sur la formation des nouvelles élites, sur le big data, sur l'éducation, sur l'emploi. Et à chaque fois, le même décalage, à chaque fois la difficulté de trouver des gens et des expertises qui puissent poser un regard, qui soit un regard un peu large et transversal sur ce qui est en train de se passer. Donc j'en ai fait un article qui s'appelait « Les élites débordées par le numérique ». Alors vous êtes des pros du marketing, ça sort le 26 décembre, autant dire que ce n'est pas non plus complètement le meilleur moment normalement pour mettre en avant un article. Des centaines de milliers de pages vues sur le site du journal, et du monde entier, une communauté francophone et francophile, donc des chercheurs qui aussi ont appris le français dans leur jeune âge et qui me disent « vous mettez le doigt sur quelque chose de central, quel que soit le pays ». J'en fais un livre, il est sorti il y a 1 an et demi, et là en fait c'est pareil mais puissance 10. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 9 chapitres qui parlent tout autant du commerce, de la formation des nouvelles élites, de la politique, de la géopolitique, de la recherche. Et chacun des acteurs de ces chapitres me saisissent. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une évolution au fil des mois des gens qui me demandent d'intervenir. Au début, c'était des défricheurs, souvent qui n'avaient pas beaucoup de pouvoir, entre guillemets, dans les structures, qui me disaient « j'essaie de faire bouger des lignes de mon côté ». Donc, c'était plutôt des petits cercles de réflexion en marge. Après, c'était des coachs de dirigeants qui disaient j'ai lu ça, il faut absolument que vous interveniez auprès d'un tel. Et puis alors maintenant, c'est la petite planète, c'est LinkedIn, c'est Twitter, c'est des dirigeants directement qui m'envoient des messages. J'ai lu, il faut qu'on se voit. Alors, qu'est-ce que dit le livre pour créer un tel effet? Alors déjà, j'avais décidé de ne pas donner de nom. C'est-à-dire que je ne dis pas un tel ne comprend rien. Donc ça, c'est déjà un premier choix. J'aurais peut-être vendu plus de livres si j'avais commencé à dénoncer des gens, mais l'idée, c'est que les gens s'en saisissent. Et il s'avère que les gens s'en saisissent. C'est plutôt une bonne nouvelle en France. Le livre dit quelque chose que vous, comme vous vous intéressez au marché, vous connaissez parfaitement. C'est qu'en fait, dans la société, les gens sont en train de se saisir du numérique pour faire, pour entreprendre, pour agir, parfois dans l'illégalité, mais sans vouloir être spécialement dans l'illégalité, pour produire. Et qu'en fait, de partout dans le monde, des élites voient une société qui ne les attend pas.
La définition des élites, pour moi, j'ai pris la définition du Larousse, groupe minoritaire de personnes ayant dans une société une place éminente due à certaines qualités valorisées socialement, donc c'est extrêmement large. Et c'est vrai qu'on voit que pour toute une génération, le numérique est une façon de se construire dans la société et que ce débordement, il est dans l'économie, l'éducation, la recherche, la politique et la formation des nouvelles élites également. Donc classiquement, ça c'est pas nouveau du tout, l'innovation vient des marges de la société. Alors, je vous donne juste un exemple. Moi, j'ai fait le premier article disant que Le Bon Coin était devenu la première plateforme de recherche privée de recherche d'emploi en France. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle est devenue la première recherche d'emploi privée en France, tout simplement parce qu'à un moment donné, Médiamétrie a décidé de l'inclure dans le panel. Mais ça faisait des mois que ça l'était. C'est juste que Médiamétrie ne l'avait pas pris dedans. Donc déjà, il y avait un problème d'indicateur dès le départ. C'est Le Bon Coin qui m'a appelé en disant « il se passe quelque chose, on ne comprend pas, il y a cette recherche d'emploi qui est en train de monter ». Donc, c'est devenu ça, mais ça existait depuis déjà longtemps. Et ensuite, je suis allée voir Le Bon Coin en disant « mais qu'est-ce qui se passe ?» Il m'a dit « ce sont les boîtes d'intérim qui ont basculé ». Donc j'ai été voir les directions, un réflexe classique, j'ai été voir les directions des entreprises intérim en disant « pourquoi ?» Il me dit « mais c'est pas nous, c'est les agences ». Il me donne le nom de 2-3 agences qui ont été particulièrement précurseurs. Donc je vais voir les agences, je vais voir les directeurs d'agences, je dis « mais c'est pas moi, c'est les stagiaires ». Et en fait, c'était des jeunes, dans des agences, qui avaient eu l'habitude d'utiliser Le Bon Coin pour des choses très particulières dans leur propre vie, qui avaient du mal à recruter, et qui se sont dit, ben, pourquoi pas essayer Le Bon Coin pour autre chose, en tout cas recruter des gens. Et comme, en fait, c'est vrai que les boîtes d'intérim sont avec des franchises assez agiles, de fait, hein, par porosité, les savoirs qui ont été validés dans différentes agences sont montés très vite, et très rapidement, après, il y a eu un basculement du flux, des directions, sur la plateforme du Bon Coin. Donc en fait, on voit bien que c'est toujours un peu la même chose. Donc on se dit, à chaque révolution technologique, les idées viennent des marges, les gens qui ont le pouvoir ont du mal à le lâcher. Quand Gutenberg a imaginé l'imprimerie, il a imaginé pour les catholiques n'en voulaient pas du tout, ils voulaient une Bible pour chaque catholique. Et en fait, ce sont les marginaux, ce sont les marchands, ce sont les réformés qui s'en sont saisis. Donc en fait, on voit aussi qu'entre le public ou l'autorité en place et le privé, ou les gens un peu plus agiles, c'est plutôt le privé qui est plus agile et qui va s'en saisir. Donc tout ça, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sauf qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important là, c'est que c'est beaucoup plus rapide et que d'un coup c'est mondial. Et dans le livre, je dis comment Internet dérange l'ordre établi. C'est vrai que ça ne le bouleverse pas, ça le range déjà différemment. Alors, on connaît tous et vous connaissez parfaitement les GAFA. Il y a les ABTX, pardon. On voit très bien que quand on regarde les 25 premières fortunes mondiales, il y a déjà 6 fortunes qui viennent du code. Et que ce sont ces gens-là qui, en effet, comprennent beaucoup plus vite souvent que d'autres et qui ont les moyens d'investir. Et c'est là que ça se passe. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir d'où viennent les idées. On voit que c'est souvent dans les marges, mais qui innove et qui finance derrière ça. Et par exemple, dans la finance, moi j'ai découvert aussi, pareil, appel à témoignage, la finance entre particuliers. Je dis, vous êtes des intermédiaires, qu'est-ce qui se passe sur le site ? Un médecin qui me répond, ben, moi j'ai voulu faire ma véranda, je cherchais un certain millier d'euros et je suis depuis 14 ans devant à la même banque et il me propose justement un prêt à 14%, alors que les taux étaient extrêmement bas. Je suis allé sur Internet et j'ai regardé prêtdunion.fr, j'ai trouvé un prêt à 5%. Ce qui est intéressant derrière ça, c'est de voir qui est derrière prêtdunion.fr. Donc ce n'est pas des rebelles, hein, c'est deux banquiers d'affaires qui ont demandé à leur banque, qui leur a dit, il se passe quelque chose sur Internet, on pourrait faire quelque chose en interne, peut-être de façon un peu... On leur a dit, mais écoutez, les banques existent depuis 150 ans, donc il n'y a pas de raison que ça change. Hein. Et ils voulaient donner du sens à leur métier, et ils ont fait ça. Et ils ont fait ça avec le modèle de Lending Club. Alors c'est vrai que Lending Club, le fondateur Renaud Laplanche, a eu des soucis et a disparu un peu du paysage. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des chercheurs, dès le départ, une semaine après, qui ont dit, attention, c'est pas parce que Renaud Laplanche a disparu que pour autant, les usages qui sont en train d'arriver ne sont pas en train de révolutionner quelque chose. Donc c'est intéressant, c'est de voir qu'en fait, ce qui est en train de se passer dans la finance, ça se passe partout ailleurs. Et qui a financé et qui a misé les premiers sur ces plateformes ? Et bien, par exemple, Prêt d'Union a été hébergé en France, à Paris, chez Schibsted, donc au Bon Coin. Et il y a une cross-fertilisation entre les deux équipes. Et ça a été Google qui a investi le premier dans Lending Club en 2013. Donc on voit très bien que ce financement, d'où viennent l'innovation et ensuite qui finance, est quelque chose de clé. Alors bon, moi qui m'intéresse aux signaux faibles, les signaux faibles sont en effet partout. Les signaux faibles peuvent rester super faibles, hein, ça peut être beaucoup de bruit.
Et toute la difficulté, après, c'est de trouver le tri dans tout ça. Mais entre Google, dans la voiture autonome, qui investit dans l'assurance, qu'est-ce qui va se passer pour le risque automobile, qu'est-ce qui va se passer pour la sinistralité automobile, qu'est-ce qui va passer pour les routes dans les villes. Moi, j'interviens dans plein d'entreprises qui sont en train de se dire, est-ce que les routes vont diminuer, des gens qui sont dans l'immobilier, des gens qui sont dans l'assurance, qui gagnent beaucoup d'argent sur des risques qui maintenant vont peut-être disparaître. On a des rapports sinistralité sur prime qui sont formidables pour eux, mais qui vont maintenant disparaître dans le risque automobile. Ce qui est intéressant dans ce qui se passe sur la finance, sur le Bitcoin, on peut se dire en effet, le Bitcoin, ça va peut-être disparaître, mais tout ce qui est au niveau de la blockchain, donc de la technologie, c'était marginal, mais la technologie qui est juste derrière ça est en train de disséminer un peu partout, avec plein de startups et plein de choses extrêmement intéressantes. Si vous regardez juste un indicateur, le dernier, si vous regardez NetExplo en mars dernier, où ils ont des capteurs dans le monde entier, ils font venir en France 10 finalistes pour prendre le pouls de ce qui est en train de se passer. Dans les 10 finalistes, il y en a 2 qui étaient sur la blockchain. Donc ça montre juste qu'il se passe des choses assez intéressantes dans plein de domaines, et c'est extrêmement compliqué pour des gens qui sont très très bons dans un domaine d'accepter que ces idées viennent de là. Donc dans l'éducation, on a vu que la rupture est venue de gens qui n'étaient pas du cœur du réacteur, un trader pour Salman Khan, on a vu que ça peut être des gens comme Sugata Mitra en Inde, et ce qui est intéressant, c'est de voir que le système met du temps à réagir, et que derrière ça, j'avais fait l'interview du patron de Stanford, en fait, qui disait « Le grand défi pour les universités, c'est de favoriser justement des enseignements transversaux ». Vous parliez de transversalité entre le monde de l'entreprise, les chercheurs. Eux, ils cherchent les formats maintenant, les profils en T-shape. Donc en fait, des gens qui sont très très bons dans quelque chose de vertical et qui peuvent englober en horizontal des choses pour comprendre le monde qui vient. Alors moi j'ai dit, mais à Stanford, vous avez fait comment avec le monde académique? Parce que sans vouloir avoir un jugement à l'emporte-pièce, des gens qui sont très très bons dans un domaine, ils ont un peu de mal à partager la connaissance dans le monde de l'entreprise, certes, mais également dans le monde académique. Il m'a dit, moi c'est super simple, Stanford, on a de la chance, il y a une unité de lieu déjà, les gens sont ensemble, et puis le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc nous, on ne donne plus de subventions de recherche que si c'est transversal. Donc on alloue une somme très très importante aux études transversales pour que les gens soient forcés de travailler ensemble avec différentes disciplines. Donc, et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, si on parle de transversalité, c'est que d'eux-mêmes, et les jeunes, quand on voit des parcours extrêmement innovants un peu partout dans le monde, ils picorent, c'est que cette transversalité, de façon spontanée, les jeunes le font en allant chercher du savoir un peu partout. Je ne sais pas si vous connaissez, je m'intéresse beaucoup à l'Afrique, je fais beaucoup d'enquêtes là-dessus parce que c'est vrai que c'est un lieu d'innovation extraordinaire. Et le parcours d'Arthur Zhang est génial pour ça au Cameroun parce que lui, il avait une formation d'ingénieur software. D'un coup, il a été faire son stage dans un hôpital et s'est rendu compte qu'il manquait de cardiologues et il voulait imaginer une tablette pour faire en sorte que n'importe quelle personne dans un village puisse diagnostiquer un problème cardiaque même s'il n'est pas médecin. Il s'est dit qu'il allait se former en hardware et il a été sur Google. Il s'est connecté sur un MOOC en Inde. Pendant 1 an, il s'est connecté. Ensuite, il a dit, j'ai pas de matériaux. Sa mère a hypothéqué sa maison. Il a récupéré 1 000 $. Il a commencé à former les choses. Il a participé à un hackathon de Microsoft. Alors, c'est une caricature dans le sens où c'est un gars extraordinaire, hein, mais il a participé à un hackathon. Il a commencé à fabriquer sa tablette. Il a été limité, donc il a mis ça sur YouTube en disant, je suis bloqué. Il y a des conseillers du président qui l'ont vu, qui ont donné 50 000 $. Il a continué sa tablette. Il a été bloqué à un stade qui était un stade d'amorçage pour réellement participer à quelque chose de plus important. Il a fait du crowdfunding, il a récupéré 10 000 $ et il vient de faire construire ses premières tablettes. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est vrai que c'est exceptionnel. Arthur Zhang, c'est quelqu'un d'extraordinaire, mais l'ère dans laquelle nous sommes maintenant permet ça également. Et ça, c'est vrai que c'est assez compliqué pour des gens qui ont des savoirs très forts, et notamment des entreprises, d'accepter que ces innovations-là peuvent venir de là. Donc on assiste aussi, on le voit, à une formation de nouvelles élites, les fameux king coders, des gens qui ont des capacités d'abstraction hors du commun. Les Français sont super bons à ça, au niveau des mathématiques. Quand Facebook va acheter 500 millions, une structure où il y a quelques personnes, c'est qu'il y a beaucoup de king coders. Moi, je viens d'interviewer Louison Dumont,
qui a 19 ans, qui a passé son bac et qui est parti en mentant à ses parents en disant qu'il allait partir chercher une école d'informatique aux États-Unis qu'il n'a jamais faite. Il est en train de travailler sur 2 choses. Il est déjà sur la blockchain et puis il a déjà fait un peu fortune dans la Bitcoin, donc ça lui permet de financer des choses. Et puis, il vient de créer un avocat virtuel. Alors on peut se dire avec de l'intelligence artificielle, c'est un signal extrêmement faible. Hein. Ça n'a aucun sens. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on disait qui finance, qui innove et qui finance, c'est de voir qui derrière finance en fait Louison Dumont. Et bien en fait c'est Tim Draper, et Tim Draper il a déjà financé PayPal, il a déjà financé Tesla Motors, et il a financé un peu toutes les aventures d'Elon Musk. Donc ça veut seulement dire que si ça marche, ça part. Donc en fait c'est ça qui est intéressant de voir que en effet on est dans un moment où ça va dans tous les sens, ça jaillit de partout, et que derrière ça, les gens qui saisissent ces signaux-là et qui misent, peuvent en effet très rapidement prendre des positions extrêmement fortes. Donc je ne cesse d'intervenir tout autant devant 250 agriculteurs vendéens que 1000 experts comptables, que devant des directions de la santé, où un nombre incroyable de personnes me saisissent pour raconter ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que les mêmes schémas de blocage arrivent quasiment partout. Le premier, c'est de comprendre que ce moment de basculement, c'est un moment de basculement quasi civilisationnel. On n'est pas seulement dans un changement technologique. Le lien à l'autre est en train de changer. C'est un problème générationnel, c'est-à-dire qu'en effet, quand on est né avant la vague, c'est moins simple de comprendre ça, mais pas seulement. C'est vraiment une question d'ouverture et d'ouverture d'esprit. Et c'est intéressant parce que j'ai fait cette intervention il y a 3 jours devant un très grand groupe avec une très forte culture ingénieure en France. Des gens qui sont très très bons, mais qui sont bac plus plein d'années. Et à la fin, le dirigeant est venu, puis il avait donné des tablettes pour que les gens puissent anonymement poser des questions aux dirigeants. Et première question, c'est, parce qu'ils avaient bien compris qu'il fallait s'ouvrir aux signaux faibles, c'est est-ce que expertise et ouverture d'esprit, c'est conciliable? On sent bien qu'en fait, c'est très très compliqué pour des gens qui sont très bons dans un domaine, d'accepter ce qui est en train de se passer. Ces signaux de partout, mais surtout des gens qui ont pu ne pas avoir passé sous les fourches coding d'une formation classique et qui vont avoir l'idée qu'eux n'ont pas eu. Donc, devant ces fameux 1000 experts comptables, ils m'ont dit nous, c'est bon, l'intelligence artificielle, on a bien compris qu'avec les algorithmes, plus de 60% de notre chiffre d'affaires va disparaître. Ça, on l'a compris. On l'a compris aussi qu'il faut qu'on monte en gamme. On l'a compris aussi. Par contre, il y a un truc qu'on n'a pas saisi, que vous racontez dans votre bouquin, c'est le fait que nous, quand on a vu des clients qui arrivent et qui disent sur Twitter, vous n'auriez pas la réponse en 2 heures, on voudrait un petit truc, et qu'eux, ils prenaient 1 à 2 mois, c'est plus pour auditer les comptes, ils se sont dit, le client n'est pas sérieux, donc on le met de côté. Mais quand ça devient massif et que tout le monde demande d'avoir une réponse très vite, ils se disent, il y a quelque chose justement de l'ordre de la civilisation qu'on n'a pas saisi, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc, de la même façon, une direction des risques bancaires qui me disait, mais il va y avoir une bulle. Il y a eu une bulle, il y a une autre bulle, c'est pas normal que Airbnb soit autant valorisé qu'un groupe hôtelier qui a beaucoup d'actifs, non pas, même si Airbnb se met à faire des actifs physiques maintenant. Là aussi, c'est une question d'indicateur. C'est que pour eux, la capitalisation boursière, c'est leur indicateur. Je leur dis, oui, en effet, c'est peut-être surcoté, il va sûrement avoir une bulle qui va exploser, mais l'important, c'est les usages derrière. C'est pas parce que Airbnb, imaginons, disparaît, ou Uber disparaît, que pour autant les usages vont disparaître, parce qu'il y a un tel avantage pour le consommateur final, que de toute façon, il y aura quelqu'un d'autre. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que le premier blocage, c'est d'accepter ce changement-là de civilisation. Ensuite, c'est vrai que j'ai rencontré quelqu'un qui écrit pour un ministre qui m'a dit « Vous parlez de signaux faibles, moi chaque fois que je vois signal faible dans un discours d'un ministre, je biffe parce que c'est pas sérieux. » Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il faut accepter ça. Il faut accepter de faire attention à des choses qui paraissent, entre guillemets, pas sérieuses, de là où on est. Alors c'est vrai que ça bouscule les pyramides. Moi j'ai été contacté notamment par exemple à un défricheur dont on parle pas mal dans la presse d'ailleurs, parce qu'en fait il est dans un très grand groupe, il est en train de faire un lien entre des startups, vous savez, vous créez des écosystèmes, il y a beaucoup de mots qu'on met en avant pour créer de l'innovation dans une structure. Et puis il me dit, mais moi le problème c'est qu'on m'a mis à N+1, ça le dérange tellement qu'il me met des bâtons dans les roues. Donc moi je vais réussir à faire ce que je suis en train de faire, mais je vais partir de la structure très vite, parce qu'ensuite après je sais que j'ai tout à perdre. Et puis, par le plus grand des hasards, je me suis retrouvée à parler à un club de dirigeants. Et il y avait son grand patron qui était là. Alors, je n'ai pas dit que j'avais vu cette personne-là, mais lui, il me dit, vous savez, moi,
j'ai trouvé 4 personnes qui font bouger les lignes, je les ai recrutées, ça va aller. Donc c'était intéressant parce que le patron était très sincère, mais il y avait 2 sincérités successives, et puis entre les deux, les courroies de transmission, et des gens qui ont du mal, parce qu'en fait, toute personne qui innove, ça pose une structure dans une zone d'inconfort au niveau de la structure, mais au niveau des personnes aussi. Donc, plus ça va, et plus je me rends compte que ce que je vous raconte, en fait, c'est quasiment la même chose, quels que soient les secteurs d'activité que je rencontre. Donc, il y a notamment un autre groupe d'ingénieurs qui m'a contacté et puis m'a dit notre direction informatique a été sidérée parce qu'ils cherchaient depuis un certain nombre de mois une solution. Et c'est pas du tout pour les juger, hein, mais il m'a dit c'est un homme qui avait tout juste un BTS en région, qui a trouvé la solution et qui l'a fait passer par Internet. C'est-à-dire qu'en fait, pour eux, ce qui est en train de se passer, le fait que la base aussi des salariés peut avoir des idées, les faire remonter et bypasser le système, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Donc, c'est vrai que moi, je ne cesse de rencontrer des dirigeants en disant « mais dites-moi, qui voit les signaux faibles chez vous ? Comment vous les recrutez, ces gens ? Comment vous les protégez aussi ? À qui ils réfèrent ? Parce que c'est vrai que quand on voit comment les choses fonctionnent, on se rend bien compte qu'au niveau de l'innovation, c'est souvent soit du commando, soit du protectorat, pour que ça marche. Soit c'est des gens qui, de façon très serrés dans un coin, font un truc de façon ponctuelle, soit parce qu'en fait, il y a quelqu'un d'en haut qui a décidé que des gens vont dire des choses qui vont mettre la structure et les autres dans une zone d'inconfort, mais qu'il faut quand même les maintenir là-dedans et les protéger. Alors, donc, il faut comprendre qu'il y a un basculement, il faut gagner en agilité et puis en essayant de réussir à faire venir des gens qui pensent out of the box, mais en essayant de ne pas leur couper la tête, ce qui n'est pas simple. L'autre défi est un défi notamment qui est intéressant, puisque vous êtes du marketing, vous avez parlé de data, c'est le défi éthique, qui est un défi qui paraît honnêtement un peu secondaire quand j'interviens. Mais après, les gens, je parle de ça, et puis après, il y a des gens discrètement, en loose day, qui viennent me voir et me dire « Ah, c'est vraiment bien que vous ayez dit ça. » C'est vrai. Donc on voit bien que c'est un point central, parce que moi, quand j'ai cherché le sens à ce qui est en train de se passer dans la société, je me suis rendu compte qu'il y avait des questions éthiques et morales qui se posaient. C'est vrai qu'on assiste à une accélération du monde qui est bien supérieure au temps de construction de la société. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça vaut le coup de le raconter de nouveau, la manipulation des sentiments de Facebook. C'était 2012, publié en 2014. C'est vrai que les échantillons marketing de sondage, ça peut être 80 personnes. Eux, ils ont pris quand même 600 000, parce qu'ils ont quand même 600 000 personnes, 300 000 personnes où ils ont mis sur leur mur des informations super amusantes, des lolcats, etc., pendant une semaine. Et puis, ils ont mis un peu toute la détresse du monde sur les murs de 300 000 personnes. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait un impact sur le moral des gens. Ils ont fait ça avec une université. Ils auraient pu garder ça pour eux. Ça marche. Quand on reçoit des nouvelles qui ne sont pas drôles, on a le moral en berne, et le big data, quand on fait une analyse, on voit bien qu'on n'est pas drôle dans les mails qu'on envoie, etc. Ils l'ont publié. Pour la première fois, le monde académique a dit « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Et ce qui est intéressant, c'est que ensuite, moi, je parle de ça à une société, je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle Indeed, qui est la première société de recherche d'emploi sur smartphone. Et alors je leur dis, mais alors vous, avec 180 millions de CV de gens qui cherchent du boulot, donc qui sont capables de montrer leur ventre pour essayer de l'avoir, donc ils vont tout dire sur eux, comment vous faites? C'est quoi vos garde-fous? Il m'a dit, c'est super bien que vous me disiez ça. Parce que nous, quand Facebook a fait cette publication, en été 2014, au moment où il caracolait en tête au niveau de la valorisation boursière, nous, on a fait une réunion de crise. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, ils ont commencé à mettre en place une cellule avec un chercheur justement, on parle de transversalité dans les soft science, pour essayer de les cadrer, en fait, de voir jusqu'où peuvent aller. Et puis après, après quelques mois, ils n'ont plus un chercheur, ils en ont déjà 4 de chercheurs qui essaient de les cadrer. Donc on voit très bien que ce qui est intéressant de voir, c'est que même les sociétés qui sont dans ces business-là sont en train de se dire qu'il va falloir à un moment donné cadrer les choses, d'autant plus que par exemple Indeed, sur le smartphone, c'est plus des codeurs de Waterloo de 22 ans qui vont chercher, c'est les stagiaires de 15 ans à qui ils ouvrent leur machine, parce que c'est plus intuitif pour les 15 ans de programmer sur smartphone. Donc pour des jeunes de 15 ans, comment on fait pour parler d'éthique? C'est d'ailleurs ce que j'ai demandé à la personne de Stanford, parce que justement, je suis moi saisie par des DRH, des responsables marketing, et alors tout le monde, il faut aller dans le big data.
Ah oui, c'est un train qu'il ne faut pas rater, etc. Donc moi, j'arrête pas de dire ça. Et je leur parle de 2 interviews que j'ai faites. La première, que vous pouvez récupérer, c'est gratuit sur Le Monde. Donc c'est Michael Jordan, non pas celui qui ferait que je serais une demi-déesse auprès de mes ados, non, mais l'autre, qui est le ponte des big data à Berkeley, qui m'a dit, on va avoir un big winter des big data, parce qu'en fait, on va trop vite. Il commence à avoir beaucoup de faux positifs. En fait, on fait dire, d'un point de vue avec les algorithmes, des choses qui sont fausses. Mais il dit, mais ça, on commence à publier là-dessus, ce qui n'empêche pas que c'est formidable ce qui est en train de se passer, mais il faut juste faire attention. Il faut surtout pas aller trop vite. Alors, je lui ai dit, alors qu'est-ce que vous faites? Il dit, ben, déjà, on publie, on cherche beaucoup là-dessus. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont en train de démarrer depuis l'année dernière, pour tous les élèves de Berkeley de 18 ans, des cours de Big Data pour que même si on veut aller dans l'art ou dans la littérature, on comprenne ce qu'est le Big Data pour qu'on devienne des citoyens avertis. Et le troisième point important de cette interview, c'est que je leur ai dit, mais qui vous finance? Il me dit, ah ben c'est simple, c'est les GAFA. Les 7 plus grands chercheurs qui sont dans un groupe, c'est les GAFA. Il n'y a qu'en Europe, où vous pouvez avoir, ou en France d'ailleurs, il m'a dit, vous pouvez avoir des chercheurs qui sont financés par l'État. Bon, nous, on n'a pas des finances formidables non plus. Mais nous, c'est les GAFA. Il me dit, ben voilà, c'est notre réalité. C'est qu'en fait, ils sont financés par les groupes sans avoir pour autant accès à beaucoup de données de ces groupes, ce qui pose aussi de vraies questions. Et John Hennessy, qui est à la tête de Stanford, depuis un an aussi, eux, tous les étudiants en ingénierie, en informatique et en médecine ont des cours de philosophie et d'éthique. Parce que justement, lui, il m'a dit, on est dans un monde complexe et très rapide, et il faut qu'on donne aux décideurs les bons réflexes, alors qu'ils devront, dans un monde du travail, réagir en temps réel de façon très très rapide. Donc c'est un problème central. C'est un problème d'autant plus central que le 4e défi des entreprises, après le défi éthique, c'est d'attirer les jeunes. Actuellement, on parlait du fait qu'il faut s'adapter en effet à ce marché qui va très très vite et où il faut être en adéquation avec le marché qui bouge, mais aussi il faut pouvoir accueillir des talents. Les jeunes actuellement, ils ont envie de sens, ils ont envie de faire des choses qui ont du sens, et c'est vrai qu'ils n'ont pas spécialement envie d'aller dans les grands groupes. Donc en fait, on est dans un questionnement profond. J'ai rencontré une autre banque qui m'a dit qu'eux, ils avaient changé leur grille de salaire pour justement faire venir des jeunes qui étaient très très bien payés pour les aider et qui étaient partis au bout de 2 mois alors même qu'ils étaient plus payés que la très grande majorité du service. Parce qu'en fait, ils avaient l'impression qu'il n'y avait pas de sens, ils avaient l'impression qu'ils s'ennuyaient, ils avaient l'impression que ça n'allait pas assez vite. Donc le défi majeur des entreprises, au-delà du fait que cette déconnexion peut amener à être balayée ou avoir un pan de votre activité qui s'en va, c'est aussi de se dire qu'on n'arrive pas à attirer les bons talents. Donc, est-ce que je suis dans les temps? Est-ce que tout va bien? Donc c'est vrai qu'on est dans un moment de basculement, et c'est vrai que ça pose d'autant plus de questions qu'on voit arriver des grands groupes qui sont très très puissants, qui ont beaucoup de moyens, et on voit en effet un monde du droit et un monde politique qui a beaucoup de mal à capter ce qui est en train de se passer. Donc c'est François Tadei qui dit « Quand on maîtrise la technologie, on est plus puissant ». C'est un biologiste qui est à la tête du Centre de recherche interdisciplinaire et qui est remarquable aussi parce que 2 de ses équipes ont été champions du monde, entre guillemets, selon le MIT, pour une discipline très particulière en biologie. Et il dit que cela, c'est vrai depuis la maîtrise du feu, que quand on maîtrise une technologie, c'est plus puissant. Ça accroît les inégalités entre les individus, entre les entreprises et entre les États. Les États sont supérieurs aux individus. Actuellement, certaines entreprises sont supérieures aux États. Donc il y a vraiment des problèmes de société, il y a des problèmes politiques. Et en plus, on a en France une chance extraordinaire, c'est qu'on a un terreau phénoménal d'idées, on est bon, on a une très bonne école mathématique, on a des start-up très, très fortes. Mais c'est vrai que quand on regarde un indicateur intéressant qui est de se dire dans les 100 premières entreprises françaises, 100 premières entreprises américaines, quel est le pourcentage qui est né à moins de 30 ans? Il y en a 62 aux États-Unis, il y en a une en France, c'est Free. Donc en fait, derrière le fait qu'il y ait des idées, après c'est de voir en effet, il y a l'accès au financement. Alors là, moi je rencontre plein de politiques qui me disent « Ah ouais, non mais on a mis en place plein de choses pour le financement ». Mais derrière ça, c'est après l'accès à la première commande, qui est aussi super important. Parce que par exemple, Bertin Nahum, et en plus moi je parlais de lui avant qu'il se fasse racheter cet été, mais Bertin Nahum à MedTech qui a quand même imaginé un robot extraordinaire,
Et son premier client, ça a été quand même le plus grand centre de santé aux États-Unis avec 35 000 personnes et qui réussit à faire des opérations dans le cerveau, qui est vraiment la médecine de demain. Il n'a jamais eu une première commande de la France. Et puis en fait, moi je disais ça, voilà, et puis maintenant en plus il s'est fait racheter. Alors il est content parce qu'il me dit, mais malgré tout, il est très positif, Bertrand Dahume, c'est quelqu'un de formidable, et il dit, il y aura un centre de recherche et on va garder le centre de recherche à Montpellier. C'est sûr. Mais il avait créé quelque chose d'extraordinaire et on était en avance. Donc j'entendais Georges Plassat, le patron de Carrefour, qui intervenait dans un colloque et qui disait on est en train de se regarder nous-mêmes, hein, le numérique connecte les entreprises avec elles-mêmes, c'est un effet miroir, c'est une révolution d'ordre psychologique. Je trouvais ça très fort qu'il dise ça, parce que moi, en fait, c'est ce que je vois au fur et à mesure de mes interventions dans des cercles extrêmement divers, en rencontrant des directions de syndicats, des directions de groupes de luxe, des plateformes Internet extrêmement puissantes ou des associations qui se destinent aux gens et aux soins des gens. C'est que plus j'interviens, plus je me rends compte que cela renvoie à des questions extrêmement intimes pour chacun d'entre nous, en fait. La place et le statut que l'on a dans la société, ce qu'on va pouvoir transmettre, la façon dont on peut agir et exercer le pouvoir. Les enjeux de pouvoir sont quand même phénoménaux actuellement avec le numérique. La facilité qu'on a aussi à ouvrir le jeu pour partager le pouvoir et à s'adapter. Et c'est vrai que cette époque est vraiment complexe et riche, mais elle est aussi extrêmement déstabilisante. Elle demande de fait beaucoup de créativité pour imaginer de nouveaux cadres, mais elle va demander aussi à chacun d'entre nous de réaliser dans sa vie personnelle et professionnelle également sa propre révolution culturelle. Je vous remercie. Ah, je m'en vais. Peut-être on a un peu de temps pour quand même échanger un petit peu. Je vais reprendre le microphone pour... Donc tout d'abord, merci beaucoup pour votre présentation. Si moi je retiens vraiment une partie de votre présentation qui m'interpelle, c'est vraiment sur l'éthique, sur les valeurs. Je pense vraiment sur la responsabilité aujourd'hui, parce que dans un monde où technologiquement beaucoup est possible, vraiment la responsabilité, les valeurs me semblent vraiment essentielles. Et je pense que c'est aussi notre tâche, notre mission à l'IAE dans la formation de vraiment rappeler à ça. On a peut-être une ou deux questions. On a du temps en tout cas pour peut-être avoir une ou deux questions de l'auditoire. Samuel. C'est passionnant ce que vous dites sur la transformation de la société et des entreprises. Vous êtes au contact de dirigeants d'entreprise, donc ça fait un petit moment que vous, quelque part, vous donnez un reflet de ce qui se passe au niveau de la société, au niveau numérique. Est-ce que vous voyez déjà les changements entre le début de vos interventions et maintenant? Est-ce que vous voyez des mises en place, des plans d'action qui sont mis au niveau des directions? Alors je ne parle pas de mise en place d'un nouveau poste qui s'appelle le CDO, hein, le Digital Officer, qui lui est un peu le prétexte à ne pas faire du digital, puisque on l'a mis au fond de la classe et puis c'est lui qui doit le gérer. Mais comment vous voyez la transformation et comment... alors on entend quand même des grands groupes qui commencent à dire si on ne se met pas au digital, on est mort. Comment vous le voyez maintenant dans l'exécution? Parce que la prise de conscience est liée, mais l'exécution et le changement d'attitude venant du dirigeant, du CEO, quoi, enfin du PDG. Bon, indubitablement, il y a un changement entre le moment où j'ai écrit le livre et maintenant. C'est que la prise de conscience, elle est là parce qu'il y a eu beaucoup d'articles là-dessus. Il y a beaucoup de coachs et de métiers connexes au monde de l'entreprise qui vendent des prestations. Et puis des cabinets qui font des audits d'agilité, etc. Donc il y a des termes qui sont arrivés, mais justement des fonctions, on met des fonctions dans des cases. Mais si j'en finis sur l'humain, c'est qu'au bout du compte, c'est pas anodin que je finisse là-dessus, sur cette révolution personnelle. C'est que je pense que, de ce que je vois, si on m'avait dit on écrit un livre, pendant 6 mois les gens réagissent et après ça se termine. Moi ça ne cesse de prendre de l'ampleur. Donc ça veut seulement dire que des gens auprès de qui je suis intervenu, on leur a dit, des dirigeants, ça a fait un peu bouger les lignes, il faut la faire venir, etc. Mais après c'est de se dire le sens, est-ce que ça sert vraiment? Parce que derrière ça, les enjeux de pouvoir sont extrêmement forts. Et ce que je racontais sur l'innovation dans une structure, j'ai été chercher moi des recherches académiques. Ça commence à l'école. À l'école, les élèves qui sont un peu créatifs ou qui pensent un peu différemment, ce sont ceux qu'on met tout le temps en avant. Le prof dit que c'est des élèves qu'ils adorent.
Puis en fait, c'est les gens qui sont les moins bien notés. Il y a des études de la revue. Et puis ensuite, ce qui est intéressant, c'est que dans le monde de l'entreprise, c'est un peu pareil. C'est qu'en fait, des gens qui pensent en dehors des cases, ce sont des gens qui peuvent déranger, et puis qui, personnellement, qui dérangent le système. Ça pose le système dans une zone d'inconfort. Donc ça veut dire qu'au-delà de la prise de conscience, il faut un sacré courage et une sacrée dextérité en haut pour accepter ça, c'est-à-dire accepter des protectorats ou des zones pour protéger des gens qui font bouger les lignes. Et ça, c'est pas évident du tout. Ça nécessite des qualités, entre guillemets, managériales, qui sont peut-être pas les qualités qu'on a demandé à quelqu'un pour le mettre à un poste. Donc, bien sûr que le monde évolue et qu'on voit bien ces pouvoirs qui arrivent, on voit bien de toute façon que Uber est arrivé, que Airbnb est arrivé, on voit que Sébastien Bazin a fait un shadow cabinet de jeunes de 25 à 30 ans pour avoir dans leur board des idées, des jeunes qui ont des idées différentes. Et je l'ai rencontré, on était dans une table ronde ensemble, il m'a dit je me passerai plus de ce cabinet-là, tellement ça lui apporte des choses. Par contre, moi je lui ai dit, mais c'est quand même intéressant, parce que vous en avez parlé, et vous l'avez annoncé avant même de l'avoir mis en place. Et en fait, ça m'a fait penser à quelqu'un, ça m'a fait penser à un monsieur qui s'appelle Moody Stewart, qui était à la tête de Shell. Et en fait, quand je suis devenue journaliste, c'était en 98, et je ne sais pas si vous vous souvenez, Shell a sorti un rapport annuel qui s'appelait « Profit or Principle, do we have to choose ?» Alors moi, je suis ingénieur chimiste au départ, j'ai bossé dans l'industrie pétrolière. Honnêtement, je me suis dit, c'est quand même audacieux. Parce qu'en fait, les ressources pétrolières, c'est quand même dans des lieux qui sont a priori pas non plus des modèles de démocratie. Donc, annoncer tout de suite des principes pour l'exploitation pétrolière, c'est pas simple. Et donc, j'ai été le voir en lui disant, bah, écoutez, racontez-moi, monsieur Moody Stewart, pourquoi vous avez fait ça? Il m'a dit, mais c'est simple, je prends la retraite dans un an. Si je n'arrive pas, si j'annonce pas quelque chose frontalement pour faire bouger les lignes en interne, je n'y arriverai jamais. Donc en fait, on voit bien qu'au-delà de la prise de conscience, il y a des vrais défis qui sont défis entrepreneuriaux, et puis réussir à faire cohabiter des gens qui ne sont pas là pour le même dessein. Là, quand je suis intervenue auprès de ce groupe qui a un savoir-faire énorme, le dirigeant après, il a dit, bon, bah, alors écoutez, on est d'accord, les gens qui ont des idées, ce sont des gens, et en plus elle était assez vulgaire, mais très très pénibles à diriger. Mais il va falloir qu'on fasse avec. Donc en fait, et puis dans ces fameuses tablettes où il y avait tous les gens qui répondaient anonymement, ils disaient, mais est-ce qu'on est vraiment prêt à accepter des profils différents? Donc on voit bien que c'est des remises en question extrêmement personnelles. Donc c'est vrai que de l'extérieur, on se dit, on se dote d'une fonction, d'une nouvelle fonction. Bah, c'est parfait, on a notre chief quelque chose, c'est parfait, on a ça. Le dirigeant qui me dit, j'ai quelqu'un qui fait bouger les lignes. Et en plus, la presse en parle parce qu'en fait, c'est un thème qui est un thème, la mutation numérique, extrêmement porteur. Mais derrière ça, la réalité est vraiment quelque chose de très intime et très profond. Et ça nécessite quand même que le cahier des charges change pas mal au niveau du dirigeant également.